Eh bien, mesdames, messieurs, mesdames, c'est une formule de politesse, puisqu'il n'y a que des messieurs. Messieurs, bonjour. Euh, Nous allons donc réaliser aujourd'hui un podcast dédié à Trinov. Trinov qui, le 17 septembre, donc par le biais d'un communiqué de presse, a présenté une évolution des plateformes Altitude par biais d'un firmware qui permet de rajouter, comme par un coup de baguette magique, 4 canaux supplémentaires sur l'altitude 16 et les diverses évolutions enfin, les diverses compositions de l'altitude 32. Alexandre nous dira, est-ce que ça concerne également l'altitude 32 à 32 canaux qui éventuellement passerait à 36, ce que je pense que ce n'est pas le cas, mais on verra ça tout à l'heure. De la même façon que ce firmware rajoute la fonctionnalité IMAX Enhanced. Voilà. Et puis, nous parlerons également de l'amplitude 16, ce tout nouveau amplificateur qui a été annoncé par Trinov ce 6 octobre. Eh bien, avant de commencer, donc, on va faire un petit tour des présents en commençant par Alex. Alex, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta fonction exacte et nous rappeler quelle est ta fonction chez Trinov, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous, Alexandre Garcia. En fait, je m'occupe du marché français pour Trino Audio. Toujours ce qu'on appelle chez nous le high-end, donc qui est l'hi-fi et le home cinéma, mais aussi tout ce qui est studio enregistrement, côté pro audio et tout ce qui est aussi cinéma commercial, donc avec une gamme de processeurs cinéma. Donc je suis l'interlocuteur commercial et technique pour tous les revendeurs Trinov qui proposent ce matériel, qui proposent et installent ce matériel à la vente. Aussi, j'interviens de temps en temps sur le forum pour Absolument. il y ait Ce de bonnes pourquoi on te informations. remercie. Voilà. Christophe, même si tu es un petit peu enroué. Christophe Menon, je suis chef produit chez Trinov Audio et je fais aussi partie de l'équipe de développement software de Trinov. Eh bien, merci Christophe. Sont donc présents Nicolas. Bonsoir tout le monde. Voilà, Nicolas Milka, donc administrateur du forum Home Cinéma et membre du conseil d'administration de l'association HCFR. Olivier, Bonsoir à tous. voilà, ton pseudo, Olivier, et ta fonction? Alors, mes pseudo Merlinus 98 et ma fonction trésorier adjoint, membre aussi du CA quand je suis convié et qu'il manque quelqu'un. Voilà. Patrice. Bonsoir, Patrice, pseudo Laric, webmaster de HCFR et joyeux profiteur d'une installation Atmos qui aurait grand besoin de produits altitude. On peut s'arranger ça. Si c'est pas un appel du pied. Non, pas du tout. Bref, et moi-même, donc Hugo S sur le forum. Je fais également partie du conseil d'administration de l'association des membres HCFR. Eh bien, écoutez, messieurs, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alexandre,
comment, par un coup de baguette magique, est-ce que vous êtes arrivé à rajouter 4 canaux sur les produits altitude? C'est quand même quelque chose d'incroyable, enfin tout du moins pour moi. Bah, on a réfléchi déjà comment faire. Et après, c'est vrai il y a dans l'altitude, et de toute façon, ça se voit depuis quelques années déjà, on a quand même une architecture ultra flexible qui semble limite inépuisable. Et en fait, globalement, on a fait le point un peu, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a comme connecteur derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est souvenu que enfin, on ne s'est pas souvenu, mais en fait, il se trouve que le connecteur Toslink optique peut comment dire, transporter plus de 2 canaux, ce qui s'appelle le format ADAT, qui est très utilisé en pro et qu'on verra un peu plus tard. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce connecteur pour augmenter les possibilités de l'altitude 16, notamment. Et sur l'altitude 32, c'est un peu différent parce qu'il y a déjà toute une connectique AES qu'on peut réutiliser. Mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'on a une architecture flexible, évolutive, et qui n'en finit pas de dévoiler ses secrets et sa puissance. Donc, Et je rappelle juste pour mémoire que cette évolution donc, de l'altitude 16 et de l'altitude 32, donc, où on rajoute 4 canaux, c'est une opération par firmware et c'est une opération gratuite. Et je pense qu'il faut le mentionner et le dire de cette façon-là parce que c'est quand même quelque chose, c'est une grosse évolution. Dans le contexte d'une altitude de 16, ça veut dire tout simplement qu'on rajoute 25% de canaux en plus. C'est quand même pas rien du tout, hein. Et ça de façon gratuite. Et quelque part, je trouve que cette démarche Trinov que vous avez eue là est vraiment impressionnante. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le vif du sujet de comment se fait cette évolution? Tu as préparé enfin, vous avez préparé quelques slides, donc est-ce qu'on pourrait faire un petit topo? ouais, on peut pas de problème. Donc, il y a un bouton partager l'écran en bas. J'ai vu. Pardon. C'est juste que, comme j'ai 253 000 fenêtres sur mon ordi, Tiens donc. à peu près, je partage la bonne, quoi. Hop. Est-ce que vous voyez? C'est parfait. Oui, C'est parfait. Et si je passe en mode présentation, est-ce que vous voyez toujours? Alors, attends. C'est parfait. Et c'est parfait. Ah, vous voyez mon écran. OK. D'accord. Donc, du coup, je prends la parole et je vais expliquer un peu la démarche, déjà. Pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait cette mise à jour. On va aussi parler de l'IMAX Enhance, parce que c'est vrai que la mise à jour du plus 4 a un peu éclipsé l'ajout d'un nouveau format de décodage. Et ensuite, on va aussi parler d'un nouveau produit, puisque c'est tout frais d'aujourd'hui. On va pouvoir lancer l'amplitude 16, qui sera un ampli 16 canaux. Donc, on verra un peu ses caractéristiques et montrer un peu en quoi il est le complément idéal de l'altitude 16 plus 4, du coup. Alors, donc voilà, donc ça c'est le sommaire, donc du coup j'en ai un peu parlé, donc l'altitude plus 4, l'IMAX Enhance et l'amplitude 16. Alors, en fait, il faut savoir que en fait, derrière cette annonce, qui est, c'est vrai, est assez surprenante, hein, on a eu beaucoup de retours quand on a fait l'annonce à nos distributeurs. Voilà, il y a certains revendeurs, ils étaient vraiment très surpris. Déjà par la fonctionnalité qui est prévue, ils se posaient un peu des questions, un peu comme vous, comment on allait faire alors qu'on ne rajoute pas un connecteur, qu'on ne change pas une carte dedans, comment on allait faire, mais aussi voilà, sur le côté gratuit de l'annonce. Il faut savoir qu'en fait, maintenant, c'est dans l'ADN de Trinov, effectivement, d'avoir des processeurs audio-vidéo qui ajoutent continuellement de nouvelles fonctionnalités gratuites, et on insiste sur gratuite, et qui améliorent la plateforme Altitude. L'idée, elle est là, c'est que l'idée, c'est de faire des produits durables
et avec des clients qui sont toujours satisfaits et qui disposent des dernières nouveautés, sachant qu'il n'y a aucune exclusion, c'est-à-dire que le possesseur de l'altitude 16, numéro de série 1, comme le possesseur de l'altitude 32, numéro de série 1, peut profiter de ces nouveautés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de « ah non, vous n'avez pas le bon numéro de série », des choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'ADN, c'est vraiment montrer que dans un domaine où effectivement, avec les multiples évolutions, alors les formats audio, ça évolue un peu plus lentement, mais aussi les formats vidéo, où on peut croire qu'il faille changer de processeur tous les 2-3 ans pour bénéficier des dernières nouveautés. Avec l'altitude, ben non. En fait, on garde toujours la même base et c'est la plateforme qui évolue d'elle-même et qui s'améliore d'année en année. Voilà un peu la philosophie de la chose. Et c'est vrai que avec cette annonce du plus 4, d'habitude, c'est vrai qu'on annonçait plutôt des nouveautés, des nouveaux codecs, des fonctionnalités améliorées, des choses comme ça. Je pense aux visualiseurs d'objets notamment. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de la plateforme Altitude où on rajoute des sorties, en fait, tout bêtement. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Hugo, sur l'Altitude 16, le gain était important parce qu'en fait, on rajoute 25% de sorties en plus, ce qui n'est absolument pas rien et ce qui ouvre aux possesseurs d'Altitude 16, on verra un peu plus tard, de nouvelles possibilités pour leur salle home cinéma. Et 50% sur les altitudes 8. Enfin, Ouais. 32, 8, 8. C'est pas Bien faux. sûr. Voilà. Donc, le plus 4, la mise à jour plus 4, donc c'est 4 canaux supplémentaires processés. C'est important aussi, hein, ce n'est pas 4 canaux non processés. Donc c'est gratuit, c'est pour tous les processeurs d'altitude 16 et d'altitude 32, et cela concerne évidemment tous les modèles. C'est-à-dire que même l'altitude 32 canaux, ça devient un modèle 36 canaux. Donc sur les altitudes 16, qui a une connectique un peu moins, un peu moins complète que l'altitude 32, donc c'est ce que je disais un peu en introduction, on prend le connecteur Toslink qui, par défaut, en fait, sur les machines actuelles, en fait, il sortait au format SPDIF, c'était un miroir des canaux 1 et 2, et c'était fixe. Donc après, via la mise à jour, ce connecteur Toslink, il est converti au format ADAT. Donc le format ADAT, c'est un format professionnel très utilisé, utilisé dans l'industrie musicale, dans les studios d'enregistrement, des choses comme ça. Donc du coup, au lieu d'avoir 2 sorties qui sont déjà assignées, on se retrouve avec 4 sorties assignables. Donc ça va être les canaux 17 à 20. Et qui sont les fréquences d'échantillonnage, ça peut aller jusqu'à 96 kHz. Alors, c'est vrai que la date, ce n'est pas très courant dans le high-end, donc du coup, il faudra prévoir un convertisseur externe ADAT vers analogique. Donc, c'est comme un DAC, hein, tout bêtement. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui est assez répandu dans le pro. On va donner plus de détails un peu plus tard. Et pour l'altitude 32, les canaux se feront, la distribution de ces canaux supplémentaires se feront sur la sortie AES-EBU, sur la sortie AES-EBU de l'altitude 32. Mais donc, en résumé, qui existe déjà, qui existe fait déjà partie aussi, de l'architecture. Voilà, c'est juste… hop. Et donc, en fait, conséquence importante sur les configurations, on va dire, les plus courantes, donc les altitudes 16 et les altitudes 32,8-16. C'est vrai qu'on avait parfois des projets où les gens voulaient partir sur des setups Atmos en 9.1.6, par exemple. Mais on se retrouve… Excuse-moi, Alex, juste pour que les gens comprennent bien à quoi correspond une altitude 32, 8 ou 16, le 8 ou le 16 représente le nombre de canaux dont est doté l'altitude 32. Un altitude 32 pouvant avoir donc 8, 16, 24 ou 32 canaux de construction à la base. Voilà, donc, c'est ça. un altitude 32 ne possède pas forcément d'entrée de jeu de 32 canaux. Ah non, 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 non. C'est le nombre maximum. Après, effectivement, ça va. C'est 8 canaux de sortie, comme tu l'as dit, 16 canaux, 24 canaux, 32 canaux, voire 48 canaux avec Bien sûr. une extension 48 canaux.
Donc, il est vrai que donc, dans ces configurations, donc, qui étaient pour l'instant limitées avec le fameux plafond des 16 canaux, entre guillemets, on se retrouvait des fois, on était contacté pour des projets et les gens nous disaient ouais, j'aimerais bien faire un 9.1.6 ou du coup, on était un peu bloqué mais avec plusieurs caissons. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on était bloqué parce que 9 plus 6, ça fait 15, 15 plus 1, ça fait 16. Donc, du coup, on se retrouvait souvent à devoir gérer tous les caissons via une seule sortie, de rajouter des DSP externes, des choses comme ça. C'était un peu contraignant. Ce n'était pas idéal en termes de gestion. Et, et souvent, il y avait aussi des contraintes budgétaires qui empêchaient de passer sur l'altitude 32, 24 canaux. La différence entre un altitude 16 et un altitude 32, 24 canaux, elle est de plusieurs milliers d'euros. Donc, ça, plus les enceintes, plus le câblage, plus les amplis, ça finit par faire un très beau billet, même dans des projets prestigieux. Donc, on était un peu bloqué. Donc, c'est pour ça que, comme c'est une configuration qui est de plus en plus présente, y compris en pro, il faut savoir que Dolby est en train de pousser la configuration 9.3.6 dans les studios. Donc avec 3 caissons, 6 top et 9 enceintes latérales, et ben, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et cette solution, elle vient par l'ajout de 4 sorties supplémentaires. Donc ça nous permet de faire après tant qu'on reste dans la limite des 20 canaux, donc on peut faire du 9.4.6, on peut faire du 11.3.6, on peut faire du 9.4.4 avec les canaux LCR biamplifiés. Après, on garde exactement la même flexibilité qu'on avait avec les 16 canaux parce que tout simplement, les canaux qui sont rajoutés ne sont pas dédiés et réservés uniquement aux subwoofers. Ce sont des canaux plein de monde. Donc, on peut les assigner à des enceintes supplémentaires. Donc, tous ceux qui avaient des installations avec des caissons, plusieurs caissons qui étaient gérés avec un seul canal, maintenant, ils pourront les gérer indépendamment. Donc, sachant que en ce qui me concerne à titre personnel, lorsque j'ai testé l'altitude 16, donc il va y avoir 2 ans maintenant, donc Christophe était venu l'installer. En ce qui nous concerne, donc notre installation à l'époque, c'était un 9.2.6. Eh bien, le 9.2.6, il manquait un canal. Et dans ce test, en fait, les 2 subs ont été, comment dire, ont été branchés en parallèle pour avoir un contexte 9.1.6. D'accord. Oui, effectivement. Mais c'est quelque chose enfin, moi, je sais que même quand j'étais chez BW ou même chez Trinov, quand on a design de salle, c'était un frein qui était finalement assez contraignant parce que quand on a une configuration avec 9 latérales et 6 plafonds, on n'a rarement qu'un seul caisson, voire jamais. Donc, on se retrouvait face à un mur et ça devenait voilà, des fois un peu compliqué. On était obligé de faire un peu des compromis ou passer par des boîtes externes, des solutions externes, ce qui n'est pas idéal au final. Voilà. Donc, un peu plus d'informations sur la date. Parce que la date, en fait, autant dans le pro, c'est très connu, autant dans le grand public, quasiment personne n'en a entendu parler. Donc la date, en fait, c'est un format pro qui est très répandu. Si vous cherchez sur un site de matériel musical, des cartes son, des interfaces audio compatibles à date, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de résultats. Donc ça permet en fait de faire du multicanal sur un connecteur Toslink. C'est ce que nous, on a activé sur l'altitude 16. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir un convertisseur à date vers analogique externe. Donc, c'est quelque chose qui est assez répandu, qui n'est pas cher. Les moins chers, ça commence à 200 € pour les moins chers. Et après, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros si vous prenez des interfaces audio avec des DAC haute performance et des trucs prestigieux qu'on utilise parfois en mastering. Donc voilà, et la seule étape qu'il y aura à faire, ça sera rerouter ces signaux, donc les fameux canaux 17 à 20, ils seront reroutés automatiquement vers ce convertisseur audio. Alors,
Chez Trinov, en fait, on n'a pas décidé, on en a pas mal discuté. On s'est dit, est-ce qu'on fait des packs, est-ce qu'on ne fait pas des packs, tout ça. Le problème, c'est qu'on est dans un marché mondial en tant que Trinov et que si on recommandait une interface en particulier, eh ben, dans certains pays, elle était distribuée, dans d'autres non. Après, on allait peut-être avoir des remarques, oui, mais ils ont pris une interface, on ne sait pas la performance des DAC. Voilà, donc en fait, on laisse le choix à nos clients. Nous, on va faire une liste de toutes ces interfaces audio qui ont été testées comme fonctionnelles. On fournira les fichiers de configuration pour certains, parce qu'il faut savoir qu'en fait, en général, souvent, ce sont des interfaces pro. Donc, en fait, il y a un routing à faire à l'intérieur, et ce routing, il n'est pas forcément très évident quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir les fichiers de configuration. Il y aura juste à télécharger l'interface de configuration, charger le fichier avec son ordinateur, et puis c'est bon. Je pense que c'est quelque part la démarche est vraiment intéressante, simplement parce que ça n'oblige personne à avoir un seul produit et quelque part vous ouvrez le choix à quasiment à chaque utilisateur et je trouve que la démarche est d'autant plus intéressante. Oui, oui, surtout qu'en plus, ça permet après de, voilà, suivant le niveau de performance souhaité pour les canaux supplémentaires, voilà, les gens sont libres du choix de leur interface. Il faut juste effectivement, comme fonction requise, qu'il y ait une entrée ADAC via le connecteur Toslink, donc classique. Au minimum 4 sorties stéréo. Mais ça, honnêtement, même l'interface audio la plus basique avec une entrée ADAT a au moins 4 sorties stéréo. Fréquence d'échantillonnage 48-96, là aussi c'est pareil. À moins de récupérer un vieux truc dans un grenier, toutes les interfaces récentes le proposent. On doit accepter aussi de recevoir l'horloge, le signal d'horloge par la date, parce qu'en fait, du coup, c'est nous qui allons fournir le signal d'horloge en fonction du contenu qui rentrera dans l'altitude, parce que bon, voilà, si les films sont très majoritairement en 48 kHz, si on met du contenu musical multicanal ou autre chose qui peut être en 96, il faut que l'horloge de la carte SIM aussi dans le bon format. Mais du coup, voilà, il y a Jeff qui vient de nous rejoindre à l'instant. Jeff, tu es avec nous? Oui, bonsoir. Désolé pour le retard, mais je viens à peine de rentrer du boulot. Malheureusement, parfois, il y a des choses qui échappent à mon contrôle. Voilà, sois le bienvenu, Jeff. Merci. Du coup, Alex, comment est-ce que vous arrivez en fait à synchroniser parce que au niveau de tout ce processing et en particulier de l'encodage, décodage, etc., par le biais de formats différents, comment vous arrivez à synchroniser tout cet ensemble? C'est pas une usine à gaz à gérer, ça, Christophe? Pardon. En fait, la cloque audio est transportée sur le signal de la date. Donc, au niveau de ce qui est de l'horloge audio, tout est synchronisé. Et après, la plupart des interfaces son qui font la date ont des modes où la latence est minimale et elle est constante surtout. Donc, ça permet à la calibration, de toute manière, d'aligner comme il faut. Donc, même si vous avez une interface qui vous rajoute 20 millisecondes de latence, à partir du moment où elle est constante, ce n'est pas un problème puisque l'optimiseur la corrigera. Mmh. Et juste parce que beaucoup de gens doivent se poser la même question, c'est pourquoi est-ce que d'autres marques n'ont pas pensé à ce style d'évolution précédemment? Est-ce que c'est parce que c'est l'architecture Trinov à la base qui permet ce style de choses? Parce que c'est une architecture ouverte à base de PC, donc on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Alors, il y a de ça, il y a aussi le fait que les composants de la carte audio viennent du monde pro et sont capables de faire de la date, ce qui n'est pas forcément le cas des composants qui vont équiper les machines des concurrents. C'est vrai que des fois, pour sauver quelques centimes, en fait, ils vont prendre une sortie Toslink qui n'est compatible que SPDIF. D'accord. Et en fait, toutes les sorties Toslink, les connecteurs et toute l'électronique qu'il y a derrière n'est pas forcément automatiquement compatible à date.
Donc, nous, on le fait parce qu'effectivement, on a cette culture de l'audio pro. Mais effectivement, dans le grand public, et c'est même pas un reproche qu'on peut leur faire, la date est complètement, enfin, elle n'est pas utilisée en grand public. Donc, c'est pas, voilà, ils se disent pourquoi offrir cette fonctionnalité alors qu'elle ne servira jamais. Après, peut-être qu'on va lancer une tendance, hein, j'en sais rien, mais À Aussi. mon avis, vous allez faire, vous allez donner des idées à certains. Du coup, ça a été breveté ou pas ou ah non, c'est... non, non, parce que Bon, on peut pas la breveter, c'est un truc qui est extrêmement courant en pro. Mhm. En pro, il y a des cartes son qui rentrent en ADAT, qui sortent en ADAT. On peut rentrer en analogique, sortir en ADAT. Enfin, il n'y a pas de. C'est vrai que, en fait, enfin, oui, voilà, il faut pas voir. C'est pas un exploit ultra technique en soi. Hein, il faut pas non plus. Enfin, faut mettre les choses en place. C'est une fonctionnalité qui est intéressante, mais on ne fait qu'utiliser que des technologies existantes finalement. Il va pas. Donc, Alex, excuse-moi de le dire de cette façon-là, mais même si c'est techniquement le fait que vous soyez les premiers à le faire, les Mais les premiers à seuls. avoir cette idée, moi je trouve ça formidable. ah oui, Et quelque part, si tu veux, encore une fois, dans le contexte de l'altitude 16, augmenter le nombre de canaux de 25%, c'est magique. C'est ah au-delà oui, non, de mais je pense que magique. en fait, effectivement, le côté de l'annonce, il faut plus le voir dans l'augmentation du nombre de canaux que par rapport en fait au format de sortie qui est utilisé. On aurait eu un autre connecteur qui aurait permis de faire ça, on l'aurait fait exactement de la même manière. Effectivement, Voilà. vous le faites en direct dans le contexte de l'altitude 32. Donc, Après, entre guillemets, nous, ce qu'on appelle high channel count chez nous. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître surréaliste à l'échelle du grand public, mais on a des machines d'optimiseurs en pro qui sont capables de gérer jusqu'à 64 canaux. Donc, l'optimiseur, en fait, il n'est pas limité par un nombre de canaux en particulier. Et c'est la grande force de la plateforme Trainmer d'une manière générale, c'est que la preuve, c'est on a on peut avoir à 500 mètres d'écart dans Paris un Trinov dans un studio qui fait 15 mètres carrés et un autre Trinov à l'UGC Normandie où c'est une salle de cinéma avec un balcon et tout ça. Et c'est le même algorithme qui tourne dans les deux cas. Donc, c'est la flexibilité de l'algorithme, la flexibilité de notre plateforme et la flexibilité, et après, voilà, et l'ingéniosité de notre R&D et l'astuce qui fait qu'on peut offrir ça. Et si ça met un coup de pied dans la fourmilière et si ça permet effectivement d'avoir des produits, donner à d'autres gens l'idée de faire des produits plus durables, des choses comme ça, c'est tant mieux pour tout le monde, c'est aussi tant mieux pour la planète parce que, bon, c'est pas. Jeter un préampli processeur tous les 3-4 ans, ça a quand même un coût écologique qui n'est pas anodin. et en Euh, plus, c'est français. et en plus, c'est français. En plus, voilà, Voilà. c'est construit en France, c'est fabriqué en France, c'est enfin tout. C'est ce que je disais à un vendeur il n'y a pas encore très longtemps. Je dis, nous, on fait du circuit court. C'est même de l'ultra court. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Olivier, tu trouves pas ça magique? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, voilà. Moi, je suis bluffé par cette annonce. Alors je dirais lâchement, étant dans le monde du PC depuis 43 ans, pouvoir euh, avoir la flexibilité de tout ce genre de choses, non, ça ne m'étonne pas forcément. À date, j'en avais pas de connaissance, évidemment. Ça a l'air d'être un super système. Je vois bien, évidemment, l'intérêt immédiat sur la partie 4 caissons, ce qui me semble en effet naturellement la première chose à faire pour libérer les autres ports pour d'autres types d'enceintes. Voilà, quoi de plus à ajouter? Non, non, ça me semble de toute façon très remarquable d'avoir franchi ce pas-là. Jeff?
Moi, j'avais un petit peu regardé comment on pouvait récupérer les canaux ADAT et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était assez simple et que l'idée était assez géniale parce que sur une plateforme déjà existante, rajouter des canaux sans un investissement, que ce soit au niveau du firmware ou un investissement hardware sur la plateforme de base, moi j'ai trouvé ça assez excellent. D'autant que c'est vrai que c'est assez étonnant que ça n'ait pas été exploité davantage. Parce qu'en définitive, un petit connecteur Toslink, ça prend pas de place, c'est tout petit. Et à supposer qu'un jour, il y ait une machine entièrement en ADAT qui puisse rentrer dans un amplificateur avec des DAC intégrés, par exemple, ça permettrait d'avoir des chemins très très courts. Bon, après, si on utilise d'autres vecteurs pour véhiculer de l'information audio via le réseau, par exemple, je sais que c'est un peu en développement, ça sera encore plus simple et encore moins encombrant que d'avoir plusieurs câbles. Mais l'idée était assez géniale. Alors, par contre, moi, j'ai une question parce que il faut, dans l'état, utiliser une interface externe. Je vois que vous avez cité une Focusrite. Très souvent, dans le monde pro, c'est des interfaces qui gèrent énormément de canaux, pas simplement 4. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de penser à un petit produit annexe avec une entrée à date et 4 canaux d'amplification, histoire de dire, bon, il y a un petit box complémentaire. Alex a répondu à ta question, mais tu n'étais pas là. Non, en fait. je travaillais encore. Hein, c'était voilà. pas bien, ça. tu veux lui répondre, Alex? Sur le produit avec entrée à date et 4 canaux amplifiés Ouais. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Après, c'est comme tout fabricant qu'on est, est-ce qu'il y a un vrai marché là-dessus? Il faut qu'on étudie. C'est une demande. Il faut voir s'il y a une demande suite à cette demande. upgrade. Après, on a d'autres produits qui vont venir. Voilà, la date, c'est une étape un peu intermédiaire aussi par rapport à ce qu'on a déjà un peu annoncé via le jeu sur IP aussi. Hein. Ça, c'est gros, ça. Mais qui offre encore plus de possibilités. Ouais. L'avantage d'utiliser de la date et une interface audio existante, c'est que ça permet de maintenir les coûts raisonnables, hein, parce qu'il faut savoir que les cartes son comme la Focusrite Scarlett, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle parce que des grands sites internet en vendent des wagons. Ouais. Nous, si on fait quelque chose, on sera forcément beaucoup plus cher parce qu'on sera dans des petites séries. Mais ce sera estampillé Trinov, ça oui, en jette mais après, il y a toujours le côté l'attrait de la marque. Hein. Carrément. Il y a quelque chose nous, on ne s'interdit rien. Si la demande, si la demande est là et si tout le monde se met à faire du multi-caisson et des configs en 946 dans son salon, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. En tout cas, c'est un upgrade gratis et ça, c'est vachement bien. Non, donc, non, et après, voilà, merci les gars. Non, avec plaisir. Hein. De toute façon, on met toujours un point à... Voilà, l'idée, c'est que les clients soient contents et on sait que le Trinov, c'est une somme. C'est pas anodin comme achat, mais voilà, ça peut être une somme. Mais on en a pour son argent et et pour un petit moment. C'est ce que dit toujours aux gens, c'est un investissement. C'est un investissement sur plusieurs années. Et vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Parce que la base technologique qui était sortie en premier, donc c'est la L32, il est sorti il y a combien de temps déjà? Parce que ça fait un petit moment déjà, non? 2014. Commercialement en 2015, mais moi j'ai touché mon premier exemplaire. Ça va faire 6 ans. Enfin, 6 ans commercialisés pendant 6 ans, et depuis, il y a eu de grand nombre d'upgrades, d'améliorations, et le produit est toujours dans le coup. Alors que si on regarde la concurrence, à un moment donné, au bout de 6 ans, il n'y a plus rien. Hein. Non, mais c'est sûr que si on faisait un tableau récapitulatif, si on regardait les amplis home cinéma qui étaient disponibles fin 2014, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient comme ça. Oui. Non, ils ne sont pas à jour. non, mais voilà, après, c'est vrai qu'on a cette flexibilité en fait avec notre plateforme de pouvoir ajouter des trucs qui n'existaient pas à la sortie du produit. C'est ça qui est fort. Hein. Et là, c'est un beau témoignage. Bravo les gars, encore. Nico? Oui, allô? Oui. Ouais. Moi, en fait, en tant qu'utilisateur d'un système 5 points, je me sens forcément moins concerné. Mais sinon, j'aime beaucoup la démarche de faire évoluer les produits gratuitement via mise à jour. Je ne peux que dire OK. Merci Trinov pour ça.
Mais Ouais, vas-y, continue. Après, non, non, vas-y. ça correspond aussi à. Voilà, il y a beaucoup de. Enfin, c'est un autre business model, mais que font certains fabricants de smartphones aussi, où effectivement, enfin, où les mises à jour sont quand même gratuites. Il y a pas même si ça rajoute des fonctionnalités. Donc, Par contre, c'est plus dur de garder un smartphone aussi longtemps, je pense. oui, après, non, mais c'est sûr que oui. Quand l'altitude est sortie, je pense je crois que j'avais regardé une fois pour rigoler. Je crois qu'on en était à l'iPhone 6. Quand l'altitude de 32. Ouais. Il y a eu quelques modèles entre-temps. Voilà, il y a eu quelques modèles. Et ça introduit directement le commentaire de Patrice, qui est un grand utilisateur Apple devant l'éternel. Patrice, qu'est-ce que tu en penses de cette évolution dans la continuité? Je trouve ça très intéressant. Ça me rappelle quelques heures et même plus que ça passées il y a pas mal d'années sur différents produits où on essayait nous-mêmes à travers HCFR de pousser un peu leurs capacités et leurs caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les plus anciens tu peux rajouter l'amélioration de la puce Farouja, c'est ça exactement, sur le ne nous rajeunit pas tout ça. De chez Philips il y a une quinzaine d'années, où on avait justement ayant pris connaissance des capacités intrinsèques du produit, enfin du moins des composants utilisés, on avait, avec mon collègue Benoît, détourné la programmation de la puce et le firmware du lecteur pour pouvoir rajouter des capacités qui n'étaient pas prévues à l'origine. Donc ça me rappelle des bons souvenirs et c'est évidemment génial qu'un fabricant puisse pousser son produit encore plus et nous proposer des évolutions. Évidemment. Voilà, donc très content de ça, bien sûr. Et c'est pas fini. Tant mieux. N'en dis pas trop, Alex, parce que déjà, on va être obligé de te tirer les verres du nez. Donc, on fera ça à Paris, de toute façon. Il ne pourra pas s'échapper. Je suis incorruptible. Mais prochaine. Ah, attendez. Voilà. Déjà, l'autre nouveauté, c'est vrai, qui du coup a été un peu, qui a été un peu passé sous silence du fait de l'impact du plus 4, c'est qu'on est enfin officiellement certifié IMAX Excellence. Donc le format IMAX Excellence, ça permet d'obtenir une reproduction des bases telles que voulues par IMAX. C'est basé sur le DTS, le format DTS, donc soit DTS HD Master Audio, soit DTS6. On peut appliquer le mixer, donc en fait on peut avoir du coup de l'IMAX Enhance sur plus de 12 canaux, notamment. Parce qu'en fait, à la base, on est ou 7 canaux, parce que le DTS HD, on est limité en 7.1 et le DTS-X normal, on est en 7.1.4. D'ailleurs, si vous allez dans une salle IMAX au cinéma, vous verrez que c'est aussi du 7.1.4. Et après, on a des échos comme quoi plus de contenu devrait être disponible prochainement sur les plateformes de streaming. Donc, nous, ça nous permet de conforter notre position, de dire que tout ce qui est décodable, on peut le décoder, entre guillemets. Donc, tous les formats qui sont lancés et qui commencent à se déployer, on fait en sorte de les proposer dans nos machines, même si, comme je disais, il y a peu de temps, ils n'existaient pas au lancement de la machine. Donc, ça permet et voilà, donc c'est assurer le maximum de compatibilité dans tout ça. Donc, ça viendra en même temps que le plus 4. Pardon. C'est vrai que le contenu, les médias, les Blu-ray encodés en IMAX Enhanced sont vraiment, se comptent à ma connaissance sur les doigts d'une main, peut-être sur les doigts des deux mains. Allez, je vais être... mais bon, c'est un format. Effectivement. C'est souvent pas très bien mentionné sur le boîtier. Par exemple, l'autre jour, j'ai eu la surprise de voir que le dernier Bad Boys, le disque UHD, était IMAX. Ah ouais? Oui. C'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de produits qui n'affichent pas toute leur certification ou tout leur contenu. Parfois, le Dolby Vision n'est pas indiqué aussi, par exemple.
Donc ça, c'est vrai que c'est des choses aujourd'hui qui nous mettent dans le fou. Il faut aller chercher sur Internet les listes de films, en fait, par rapport aux éditions aussi, parce que parfois, ça dépend des éditeurs. Il y a un site pas mal pour ça qui s'appelle HCFR qui a Oui. un post qui référence les. Tu nous envoies le lien parce que je ne sais pas ce que c'est. Non, mais je le mettrai dans le, comment dire, dans le lien, dans le montage vidéo. Donc après l'IMAX, donc là on a principalement parlé de logiciels, de nouveautés logicielles. Donc maintenant, petite nouveauté matérielle, qui ne sera pas gratuite celle-là par contre. Mais désolé. Donc, en complément de notre... il faut savoir que Trinov avait déjà une gamme d'amplis existants qui s'appelait les amplitudes 8 et les amplitudes 8M, qui étaient basées sur technologie Hypex Core. Ils sont toujours basés, hein, ils sont toujours disponibles. Oui, d'ailleurs, qui sont toujours basés, qui sont toujours disponibles. Alex, permets-moi juste de dire que en 2018, quand on a fait l'assemblée générale de l'association chez les artisans du son à Mulhouse, oui, où on avait fait une démo avec un altitude 32 et l'amplitude 8. Vous étiez deux à essayer de sortir ce bestiau parce que ça pèse une 50aine de kilos, cet ampli. L'amplitude 8 fait 50 kilos. Ouais. C'est vraiment une bête. C'est terrible. Ah oui, il ne faut pas avoir un plancher fragile pour le poser. Ouais. Bref, voilà. Pardon de t'avoir interrompu. Pour l'anecdote assez marrante, c'est qu'on a eu des projets où on n'a pas pu les mettre parce qu'en fait, la résistance surfacique du plancher, donc le poids maximum que supportait le plancher au mètre carré n'était pas assez importante. C'était trop lourd en fait. Ah ouais? Ah ouais, bah oui. Les planchers haussmanniens ne sont pas tous très solides. Donc, non, mais des fois, on peut avoir des surprises, il faut se méfier. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est par les alimentations, les transformateurs, tout ça, donc c'est du solide. Mais donc, en complément de cette gamme d'amplitude 8 et d'amplitude 8M, on a réfléchi à un autre produit, donc, qui est l'amplitude 16, et qui est un produit qui est plutôt très intéressant parce qu'il offre 16 canaux d'amplification dans un format 3 compact, donc ce qu'on appelle 3 racks uniques, 3 RU. Donc, ça fait un U, ça fait 4,45 cm, donc ça fait à peu près 13 cm et demi de haut. C'est la même hauteur qu'une altitude 16. C'est la même, voilà, exactement. Ça va plus vite. C'est la même, donc voilà, donc double alimentation secteur, parce que ça nous permet tout bêtement de tenir les chiffres que l'on annonce. Cette fois, elle est designée non pas par Hypex, mais par Ice Power. Et en spec, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant parce que on est sur 16 fois 200 watts sous 8 ohms et 16 fois 400 watts sous 4 ohms. Configuration normale. Ah ouais, ça déménage. Et si on bridge les canaux, parce qu'on peut bridger les canaux, contrairement aux amplitudes 8, on est à 8 fois 800 sous 8 ohms et 8 fois 1000 watts sous 4 ohms. Et on peut faire une combinaison des deux d'ailleurs. Donc après, la puissance maximale, tous les canaux utilisés, on est en 3200 watts avec moins de 0,1% de distorsion de THD, distorsion harmonique totale. Et en pic, on est à 6080 watts. Donc, surveillez vos disjoncteurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que si on a une prise électrique standardisée à 16 ampères, sachant que c'est du 16 ampères crête, 6080 watts, c'est quasiment 2 fois ça. Après, il y a deux alimentations, donc en fait, il faut deux alimentations secteur. Donc, Ah, il y a deux alimentations oui, double alimentation. Séparées. Et oui, en fait, si on va sur la façade arrière, on a deux prises secteur. En fait, ouais, d'accord. Hein. C'est pour ça, en fait, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du... Il y a quelques autres gros amplis qui proposent ce genre de choses. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est judicieux de le faire.
On a plutôt ça en sono ou en live, Ouais. ou dans des gros amplis comme ça. Très très gros ampli, ouais, chez ATI par exemple. Mais sinon, après, on peut mettre 16 canaux et annoncer qu'on fait 200 watts par canal. Mais si on met une prise secteur 10 ampères, au bout d'un moment, il va y avoir un Ça tient problème. pas. Ouais. Ça ne tient pas. Il faut voir aussi qu'on ne Ouais. joue pas en permanence à fond non plus avec. Donc, il y a assez Ouais. peu de risques que vous ayez un problème en utilisation courante. J'ai Voilà. deux questions, Alexandre, si je puis me permettre. Est-ce que le produit tient bien les enceintes en charge de home? Parce que souvent, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à Oui, ça. Sans oui, mais problème. il fera juste moins de watts qu'à 4. D'accord. Oui, donc ouais, ça Mais c'est assez, sinon, il les tient. ouais, ça c'est fréquent De en toute classe D. manière, il y a énormément de protection dessus. Au moins de trucs D'accord. qui n'irait pas bien, il va se couper. Ça, ouais, ouais. Et donc, pourquoi avoir basculé chez Ice Power juste pour le form factor, la compacité des modules, ou il y a d'autres raisons? C'est moins cher aussi. Ah, En fait, en c'est pratique, bien. on avait commencé à envisager d'élargir la gamme des amplis. Et donc, on s'est approvisionné avec tous les modules du marché, dont les Ice Power. Ouais. Et au résultat des écoutes, les Ice Power, dont j'avais des souvenirs du salon qu'on a fait chez FR en 2005, je crois, sur les BW801, qui tenaient bien le grave, mais l'aigu n'était pas terrible. Et en fait, ils ont quand même progressé en 10 ans, assez nettement, et on était quasiment, avec les modules nus, vraiment tels que fournis par Ice Power sans gris-gris, on était du même niveau quasiment qu'un Amplitude 8. Ah ouais. Donc ça devenait très intéressant, et donc on les a contactés. Il s'avère qu'en plus, ils ont tout un service d'OEM. Ça Oui. veut dire qu'ils prennent aussi en charge la fabrication des châssis, etc. Donc pour nous, c'était l'idéal. Et on a essayé de pousser au maximum le cahier des charges avec eux pour en proposer le maximum sur la machine. Par exemple, au début, au lieu d'avoir 2 alimentations, il n'y en avait qu'une seule. À leurs yeux, ça semblait déjà complètement fou. Et on leur a dit, vous savez, certains de nos clients aiment bien écouter fort, ça risque d'être un petit peu juste. Et du coup, on a rajouté la 2e alimentation. Et avec le premier prototype, on s'est mis dans notre salle de training au 8 et on a tout mis à fond pour voir ce qui se passait, évidemment. Avec un casque, avec un casque anti-bruit sur les oreilles. Full throttle. Et il manquait un pouillème de watts encore pour qu'on soit complètement satisfait. Et du coup, on a aussi augmenté un peu la charge capacitive. Et ça a été un processus sur plus d'1 an quand même, largement. D'accord. Où à chaque fois, on essayait de pousser un petit peu plus loin. Au niveau des chiffres, ce qu'on a vu sur la page précédente, c'est vraiment des chiffres mesurés. Et en pratique, on a arrondi au truc supérieur. En pratique, ça peut aller un peu plus loin aussi. Donc, ce n'est pas un simple produit assemblé comme on en trouve malheureusement très très souvent dans le monde de l'amplification à base de modules classe D en provenance d'un fabricant tiers. Toutes les cartes d'amplification sont custom pour nous, pour cet ampli-là. Donc, ouais, c'est pratiquement du sur-mesure, quoi. Ah oui, Ou alors, c'est carrément du sur-mesure. C'est complètement du sur-mesure. Il faudrait appeler ça de l'Ice Power Fort Renove. Oui. Il faudrait même eux, ils devraient, je sais pas. Ice c'est très Power fort. by Trinov, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Je vois qu'il y a des connecteurs DB25, c'est vraiment intéressant ça. C'est beaucoup plus compact que bien sûr. les XLR, parce que sinon, si on mettait des XLR, vu la place qui restait, on prenait un U de plus. Bien sûr. Et du coup, après, nous, de toute façon, même par rapport à un altitude 16, Il y a tout ce qu'il faut. On a les adaptateurs. De toute façon, les convertisseurs DB25 vers XLR dans les deux sens, là aussi, c'est encore quelque chose qui est extrêmement répandu chez les pros. Ouais, ça coûte rien. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils pro qui ont encore les sorties DB25 parce que ça permet de sortir 8 canaux symétriques dans un format extrêmement compact et sans perte de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on les a conservés. Et ça revient chez d'autres marques qui sont orientées grand public. Medi DSP, par exemple, pour des raisons de compacité, s'en servent aussi sur certains boîtiers. Ouais. Ah non, c'est très répandu. C'est vrai que c'est très pratique bien. Et ça ne prend pas de place. Et du coup, effectivement, le
le côté compact. Du coup, Alex, il va falloir qu'on teste ce produit parce que c'est vrai que, alors on l'avait déjà envisagé, mais là, tel que je le vois, c'est d'autant plus impératif que l'on puisse le tester parce qu'avec les caractéristiques là, qui sont dévoilées, avec ce que Christophe a dit concernant vos écoutes dans la salle de formation, je vais essayer de retrouver. C'est pas juste un ampli pour faire de la sono en Wi-Fi, il est aussi très très fin. Oui, Mais bien sûr, bien c'est sûr. une caractéristique qui m'intéresse pas mal parce que on a des gens ici qui ont des enceintes ici utilisées home cinéma, utilisées en large bande, notamment avec un peu de Trinov. Et c'est vrai que de pouvoir passer en BTL et d'avoir des puissances extrêmement confortables, ça c'est un plus non négligeable, surtout quand on a des grosses enceintes patapouf avec des filtres qui sont pas avantageux au niveau de la gestion du signal. Et ça, vraiment, c'est une caractéristique super intéressante. Le passage en BTL se fait comment? Parce que je vois pas Il y a de un petit si, le switch. switch est en Non. dessous du 2 par exemple. Il y a le Ah, bouton ouais, BTL. mais parce que j'ai besoin de lunettes, moi, maintenant, donc c'est pour ça. Il y a, Ah, merci avec la petite flèche. Ok, il d'accord. y a il y a un petit switch et après, quand les canaux sont bridgés, ça apparaît sur l'écran LED en façade. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les canaux, par exemple, 1 et 2, 2 et 4. Enfin, voilà. Ouais, c'est super simple, quoi. Voilà, c'est relativement simple. Après, alors pour le test, effectivement, on a une première production qui arrive fin d'année. Donc, effectivement, il y a un exemplaire qui sera réservé pour les tests pour HCFR. Donc, ça, c'est déjà acté. Et puis après, pour l'écouter, ça sera beaucoup plus proche parce qu'en fait, il sera en première écoute mondiale publique Au PAVS. au PAVS Yes. sur le stand qu'on fait avec Sony et Waterfall. Il y aura une configuration immersive en 7.1.4. Donc, on peut officiellement dire qu'il y aura l'altitude 16 plus 4 canaux et l'amplitude de 16 qui seront exposés donc, au PAVS donc, et les 23, oui, c'est 23 et 24 Voilà. octobre 23, prochains. 24, 25. Ouais. Ouais. Voilà. Enfin, Donc, 25, c'est c'est journée pro. Donc, mais effectivement, oui, ils seront tous les deux, là. Donc, il n'y aura pas de. d'accord. Et ce sera est-ce qu'on peut déjà parler du type d'installation que ce sera ou c'est encore à définir, Alex? Ce sera de l'Atmos ou? Ça sera de l'Atmos, ça sera un 7.1.4. D'accord. Après, faire plus, c'est compliqué dans un contexte de salon parce que on n'a pas beaucoup de temps pour installer. On aura un jour de plus, on pourrait faire beaucoup plus. Mais là, on est obligé un peu de restreindre la voilure. Hein. C'est-à-dire qu'on n'exploitera pas les 20 canaux de l'altitude 16 plus 4 pour des contraintes purement temporelles. Hein. Mais il faut savoir qu'à l'ISE, à Amsterdam, qui est le gros salon de l'intégration, on a quasiment une semaine pour installer. Au PAVS, on n'a qu'une journée. Donc, ça limite un peu les possibilités. Enfin, une journée et une nuit. Ouais, et puis le stand Sony n'est pas facile. Parce que là, la séparation salle dédiée, il faut la mettre en place, tout ça. Donc c'est. Oui, non, mais on fera une belle démo, ça c'est sûr. Ah ben, je m'en doute. Enfin, de toute Travaille. façon, vous Et allez avoir Cédric Aubrio derrière avec ses waterfalls qui va être là. Il faut envoyer du steak, on le connaît très bien, et il va pas vous lâcher parce qu'il va falloir que ça Non, mais marche. on a déjà travaillé sur une pré-config, sur les paramètres à appliquer. Moi, je suis déjà allé chez Waterfall pour. Avec du Custom Pro, donc en face avant. Du Ouais. Custom Pro en Ouais, face comme avant. d'hab, ça marche bien ça. Et pour avoir les paramètres, les bons paramètres de l'altitude 16 dans les filtres et tout ça, pour qu'on soit opérationnel et que ça sonne bien. Ouais, ça va être impressionnant. Et c'est toi qui vas calibrer Moi qui calibre l'audio. l'installation parce que les années précédentes, disons que la calibration n'était peut-être pas forcément. Ah non, là, c'est moi qui calibre. C'est moi qui calibre, là, c'est sûr, c'est certain. D'accord. Je cacherai la télécommande parce qu'on ne sait jamais. Ah non, mais de toute façon, après, c'est calibré, c'est sauvé et plus personne ne peut toucher à quoi que ce soit. Donc, voilà.
Et puis il y aura un backup au cas où il y a un petit malin qui Il y a des curieux. Hein. Non, mais l'idée, effectivement, c'est. Mais l'idée vraiment qu'on veut et qu'on a envie, c'est vraiment recréer une expérience immersive telle qu'on la propose, qu'on l'a proposée plutôt à Amsterdam, dans le salon de l'intégration. Bon, une échelle un peu réduite, mais vraiment faire quelque chose de très bien. Et il y aura sûrement même des petites surprises en termes de contenu. Ça, j'en dis pas. Ah, Mais Ah, Alex, tu nous mets l'eau à la bouche. on sera là. Oui, on sera là. Et Non. on sera là, ouais. Même le 22, on sera déjà là. Attention. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais vous êtes les bienvenus. Il y aura pas de. Vous pouvez faire 14 écoutes si vous voulez. Non, mais attends, nous, on s'installe, on met les sacs de couchage, on bouge plus. Hein. Voilà. C'est terminé. Hein. Non, mais ça sera quelque chose de très bien. Et de toute façon, je pense qu'il nous tarde tous d'avoir de nouveau cet événement pour revoir Oui. toute la profession, les clients, les contacts en vrai. Et, Ouais. Et bouffer gratis. Euh, Non, c'est pas ça. Oui, enfin, oui. Ce à quoi tu fais référence, c'est Le 22 à au la soir. conf, c'est à la, comment dire, au cocktail 22. Sony 22 au soir, à plein manger. du 22, donc qui est pour les Happy Few, pour sustenter ceux qui ont fourni les efforts à monter le salon. C'est le traditionnel cocktail Sony. Et presse. Et invitation presse, bien sûr, et presse. Bien, il y a encore un peu de présentation, Alex, ou est-ce qu'on peut éventuellement passer oui. Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, mais sur l'amplitude 16, mais en fait, il va y avoir une carte d'entrée optionnelle pour l'audio sur IP qui va arriver courant 2022. Donc en fait, prendra la forme, ça sera matérialisé par un connecteur réseau et qui offrira cet audio sur IP comme on aura aussi des fonctions de monitoring de l'ampli sur par exemple les canaux qui sont en sécurité, en surchauffe thermique, des choses comme ça. Donc, et ça, ce sera disponible sur courant 2022. Alors maintenant, avec les problèmes d'approvisionnement de composants, on donne des années parce que bon, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, mais voilà. Mais ça sera disponible courant 2022 et ça fera ça sera cohérent avec une autre annonce qu'on a déjà un peu teasée, mais qu'on fera de manière plus détaillée un peu plus tard. D'accord. Ok, ben, écoutez, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table. On va commencer par toi, Nicolas, puisque tu es le. Oui, donc par rapport à l'ampli, ça a l'air d'être un sacré morceau quand même. C'est 16 canaux en classe D, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est de la classe D, ouais, 16 x 200. D'accord. Et le prix, on peut l'avoir On est en hors taxe euros, on est à 8 495 euros. Ok. C'est pas déconnant du tout. Ce sera entre le 8e et le 8, en gros, si je dis pas de bêtises. L'idée au canal, c'est être. En fait, l'idée, c'est plutôt de Tu as dit réserver combien? 8 495 euros hors taxe. Donc, que multiplie 1,2, ça nous fait 10 194. Donc, c'est un produit Trinov ampli 16 canaux, donc 16 x 200 watts aux environs de 10K. Et 637 euros le canal, très exactement. C'est vraiment, impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Au vu des performances, oui. L'idée, en fait, c'est qu'on n'est pas plus cher que des marques réputées et plus répandues comme Rotel ou Emotiva. Au prix du canal, on n'est pas plus cher. Et ça avec du Trinov. Et ça avec un logo Trinov dessus. Ce qui m'impressionne, c'est la hausse de puissance en BTL. Souvent, on double. Au mieux, on triple. Là, on quadruple. C'est vraiment très, très fort. Ouais. En 8 ohms, en tout cas. Le brut sur papier est supposé quadrupler.
Après, tout dépend de l'alimentation, si elle permet de fournir ou pas. Exact. Et là, c'est le cas ici, puisqu'il y a une alimentation pour 8 canaux. Donc, si on s'en sert que 2 en bridgé, forcément, il y a de la réserve. Bien sûr. Nico, tu avais fini? Tu voulais rajouter oui, quelque non, chose? en gros, j'ai fait ce que j'avais à dire. C'est vraiment impressionnant. 10K pour un tel produit, c'est impressionnant. Enfin, tout du moins pour moi. Et évolutif. Mais ça existe chez la concurrence des amplis 16 canaux déjà? Parce que Non. Oui, on est d'accord, ok. Pas de cette puissance. Non, Même en puissance inférieure, non? Si, ça Non. existe Non, il me Si, semble pas. il y a... Si, il doit y avoir un Sound United, il doit y avoir. il y a Sound United, mais c'est des amplis. En fait, c'est plus Non, des c'est des amplis amplis Zone. de C'est de distribution la distrib. audio, Ouais. c'est-à-dire c'est pour faire de la musique d'ambiance. C'est de l'ampli distrib. C'est des trucs de 80 watts, maxi. Ouais, c'est ça, tout ouais. petit. Ouais, puis c'est de la distrib. Ouais, bien sûr. C'est pour faire de la musique d'ambiance, c'est pas pour sonoriser un home cinéma. Donc, Non, en cinéma, avec autant de canaux et autant de puissance, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et même en termes de nombre de canaux, c'est bien le premier qui en propose autant. Le mieux qu'on puisse avoir chez Motiva, il me semble, c'est 13, en jonglant avec les différentes cartes. Et bon, c'est des puissances qui s'écroulent assez rapidement parce que les cartes additionnelles ne sont pas très, très puissantes, quoi. Et puis la lime ne suit pas. Et puis c'est une grosse alim partagée qui est censée être compatible avec toutes les combinaisons de cartes. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, elle est dimensionnée pour une certaine config et elle est dépassée à partir d'une autre. Là, l'idée de Trinov qui est assez excellente, c'est d'avoir subvenu véritablement aux besoins de chaque module. Et oui, c'est une double alim. Il n'y a pas de limitation. Chaque alim, c'est 8 canaux, donc c'est quand même très impressionnant. Quand vous dites double alimentation secteur, ça veut dire qu'il y a 2 transfos dedans? C'est des alimentations découpage qui permettent d'avoir un ampli beaucoup plus léger, mais qui ne dégrade pas la qualité sonore. Non, mais la partie secteur, oui, c'est séparé, tu en as deux. Ouais. Il y a 2 prises secteur. 2 prises secteur et 2 transfos. 2 alims. En fait, tu as 2 amplis de 8 canaux en réalité dans le boîtier. Mais il n'y a pas réellement de transfo au sens alimentation linéaire du terme. Non. Comme on a l'habitude de le voir. Et en termes de chauffe, j'imagine chauffe que ça a dû être un peu complexe à gérer tout ça. Ça chauffe très peu. Nos amis d'Espoir ont quand même. Il y a 2 ventilos dedans. Et ils font à peu près le même bruit que les ventilos sur une multitude. Donc, c'est pas gênant. Ils sont asservis à la chaleur qui est dégagée. C'est pas un aspirateur, quoi. Non. Non, puis du coup, comme a dit Christophe, les alimentations à découpage permettent de gagner en poids. Du coup, on est à 25 kg. Donc, et en efficience aussi, parce qu'on consomme de l'énergie qui est quasiment transformée en watts. Et ça, c'est très intéressant parce que les alimentations linéaires, en général, il y a une grosse déperdition. Oui, la classe D, c'est quoi? C'est 90% le rendement, un truc comme ça? Ouais, à peu près, ouais. C'est vraiment un produit impressionnant. Patrice, puisque tu es juste après, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'on a pu connaître, je ne sais pas moi, il y a 6-7 ans, voire 10 ans, c'est un produit... C'est exactement ce que j'allais dire dans une configuration, comme je l'ai dit au début, sous forme de boutade. Mais moi, il se trouve que j'ai 4 amplis, 4 canaux Yamaha, issus du monde pro, en fait. Voilà, c'est-à-dire dans le même encombrement, j'en ai plus qu'un. Et ça, c'est quand même intéressant pour un coût par canal qui est très similaire. Donc effectivement, c'est un produit intéressant maintenant qu'on a tous besoin de compacité. Et donc, remplacer mes 4 racks par un, ça serait sympa. Bon, il y a d'autres paramètres, mais non, c'est vraiment un produit intéressant qui effectivement semble, et je n'ai pas de doute, pouvoir tenir la distance et avoir suffisamment de réserve pour couvrir une vaste majorité d'installations. C'est vraiment un produit intéressant et
Et bon, voilà. Jeff? Écoute, moi, je suis quand même assez impressionné par les caractéristiques de l'amplitude 16, les perspectives d'évolution, surtout sur un produit comme celui-ci, par rapport à l'arrivée de l'audio sur IP qui est déjà prévu, et ça, c'est une riche idée. Ça permet de positionner encore Trinov une fois de plus sur un créneau de produits unique. Enfin, je m'attendais pas aussi bien. Voilà. En fait, c'est simple, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi flexible, de pouvoir passer en BTL certains canaux et pas d'autres, d'avoir eu un slot option donc, pour faire évoluer le produit, une double alimentation donc, pour assurer des puissances aussi impressionnantes. Et finalement, l'idée du DB25, qui est pas idiote du tout, puisque les câbles ont DB25 XLR, si on en avait besoin, on les trouve très facilement, ça coûte que dalle, et ça reste de la bonne cam. Et en plus, ce qu'on oublie de dire assez souvent, c'est qu'il y a toujours les petites molettes de sécurité pour en ficher et visser les câbles pour éviter les arrachements accidentels. Ça, c'est le monde pro, le monde de l'informatique. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on met l'URCA, l'URCA, on peut le sortir par inadvertance, par accident. Là, il y a rien de tout ça. C'est vraiment de la bonne cam. Alors, honnêtement, je pense que ça va être un super produit, ça. Ouais. À de l'écouter. Ouais. À Paris. Au PVS. Olivier? C'est très impressionnant quand je vois la comparaison avec mon Onkyo, qui me semble beaucoup plus gros, 9 canaux, et beaucoup moins de puissance, et à un prix pas si loin que ça. Chapeau. Écoute, je possède les deux mêmes Onkyo que les tiens. Absolument, oui, mais c'est grâce à toi que j'ai eu le mien. En l'occurrence, l'Onkyo 5501, qui est un ampli 9 canaux. Là, je dois avouer que celui-là, il est vraiment impressionnant. Impressionnant. Et dis-moi, Olivier, pour tes maniépans et pour l'ensemble de ton installation, Oui. l'altitude 16, quelque part, vu que tu es en recherche d'une solution classe D. C'est pas toi, Olivier, qui voulait qu'on teste le Michi, je ne sais pas quoi, là, le Michi S5, absolument. Le S5, voilà. Tout à fait. Oui, mais je reste toujours sceptique en fait de tous mes essais de classe D. Alors attention, hein, n'oublie pas que je suis hybride. Hein. Pour moi, oui. La partie stéréo, c'est un autre monde. Donc la partie stéréo a son ampli qui n'a rien à voir avec. Et de tous les essais que j'ai faits, bon, c'est vrai que j'ai un gros Pass Labs qui fait aussi dans les 52 kilos, soyons précis. Un monstre qui chauffe et qui donne beaucoup de courant, tant mieux pour mes grands panneaux. Mais je ne suis pas sûr d'arriver à la qualité audio de ce que j'entends avec ce genre d'ampli. Mais en fait, je n'en sais rien. Il faudrait essayer. Il faudrait essayer, mon cher ami. Voilà, je te remercie pour mon portefeuille. Mais non, mais si tu essayes, déjà tu essayes. Bien Ton portefeuille ne souffrira que si tu adoptes. Oui, tout à fait. Ce qui est probable, mais bon. Ouais. Et dans les budgets que j'envisageais pour un simple ampli stéréo, c'est pour un pouillem près avoir l'amplitude 16. Oui, surtout que c'est pas fou. C'est un produit qui te permettrait, dans ton cas particulier, de remplacer toute l'amplification dont tu disposes. Donc la vente de l'occasion financerait une partie de l'achat. Oui, monsieur, tu es gentil. Merci. Mais on pense à toi. J'aurais peut-être une question complémentaire à poser, mais pas sur l'amplitude. Si on revient sur l'altitude 16 et ses nouveautés, c'est sur la partie IMAX qui m'est en fait carrément inconnue. Est-ce que la partie IMAX est donc sur des Blu-ray qui seraient IMAX, j'ai compris qu'il n'y en avait pas beaucoup pour l'instant, est-ce que ça touche le lecteur Blu-ray, ou le lecteur Blu-ray, si on ne lui demande pas de décoder, va envoyer vraiment l'intégralité de tout ce qu'il y a, y compris donc les éléments IMAX, à l'altitude qui, lui, va faire son bonheur et décoder les choses telles qu'il faut. Est-ce que c'est bien ça le concept? Alors en fait, il n'y a rien à faire au niveau du lecteur. D'accord. C'est transmis comme une piste DTS normale. Ah, et il y a un flag
il y a un flag qui est masqué dans les informations de metadata de l'audio qui nous permet de détecter que c'est de l'IMAX et à ce moment-là, on enclenche le mode IMAX. Et de faire le traitement nécessaire. Je comprends. Très bien. Merci pour la précision. Voilà. Christophe, est-ce que tu veux éventuellement rassurer Olivier par rapport à son écoute? Parce que comme je connais ton perfectionnisme quand à l'écoute, et je suppose que vous avez évidemment écouté cette amplitude 16 dans un contexte stéréo, y compris bridgé. Et qu'est-ce que toi tu en as retenu à ce niveau-là? Basiquement, si je prends l'amplitude 8 comme référence, qui est un ampli qu'on avait déjà présenté en tant qu'ampli sur des salons Wi-Fi, par exemple à l'hôtel Saint-Jacques à Paris. Et en écoute en aveugle, cet ampli-là, en général, s'en sort un petit peu mieux. Il est légèrement plus flatteur que le 8 qui paraît plus loin. On reste dans le pouillem, hein. Mais c'est le sentiment généralement constaté par les gens qui ne savaient pas ce qu'ils écoutaient. D'accord. Et c'était sur quel type d'enceinte cette comparaison qui a été faite? On était sur les BW 800D3. Ah ouais, quand même. Sont quand même Déjà des enceintes difficiles à piloter. Ouais. Ouais, sont bien quand sûr. même des sacrées clientes en amplificateur, enfin pour les amplificateurs quand même. Bien sûr, des produits que tu connais bien, Alex, puisque tu viens de BW précédemment à Trinov. Ok, messieurs, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Alex, Christophe, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à cet échange que l'on a eu? Sinon, voilà, Alex. Juste, de toute façon, de venir à la PAVS parce que ça sera le meilleur moyen de découvrir les produits. Puis ça sera la première mondiale de l'amplitude 16, donc c'est plutôt sympa. Une entreprise française ait réservé un salon français à sa première mondiale. Donc, plutôt un bon signe aussi. Donc voilà, on sera très heureux toutes les personnes sur le stand Trinov de répondre à vos questions. Et puis après, quand vous aurez votre exemplaire de thèse, vous pourrez également juger sur pièce sur toutes les configurations que vous souhaiterez. Il n'y aura pas de problème. Voilà, à nouveau, et je le dis publiquement ici, on lève le doigt et on espère que l'exemplaire de test arrivera le plus tôt possible. Voilà. On fait le maximum. Christophe? Je voulais surtout vous remercier de nous donner la parole pour présenter de nouvelles fonctionnalités du produit. C'est très agréable d'avoir une oreille attentive sur tout le travail qu'on fait et qu'on essaye de mettre en place pour vous. Eh bien, Christophe, je vais te dire, tu nous remercies, mais en fait, c'est nous, en tant qu'utilisateurs, qui devons vous remercier surtout, parce que quand on voit ce qui est présenté là, plus 4 canaux, plus 25% sur l'altitude 16, l'IMAX Enhanced, bon, chacun verra midi à sa porte par rapport à ce qu'est l'IMAX Enhanced. Mais quand je vois également l'amplitude 16 et un produit positionné aux environs de 10K, budget Trinov et avec les potentiels perfs que l'on voit là, c'est vraiment impressionnant, et que tout cela soit issu d'un contexte et d'une entreprise française,
Moi, je trouve ça formidable. Ouais. Et du coup, donc, il est tout à fait normal que l'on ait cet échange et ce podcast. Et ce n'est pas à vous de nous dire merci, mais c'est à nous de vous dire merci, nous, en tant qu'utilisateurs, parce que c'est une évolution vraiment formidable. Voilà. Écoutez, je vous propose que l'on en reste là. Encore une fois, merci beaucoup à toi, Alexandre, à toi, Christophe, à toi, Nicolas, à toi, Olivier, à toi, Patrice, à toi, Jeff. Merci pour ce podcast particulièrement intéressant. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve tous au PAVS pour écouter ces nouveaux produits. Et sur ce, je vous propose de clore ce podcast. Merci encore et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Et merci à toi aussi, Hugo. Burned me once or twice. I expect